Et c'est le moment de notre regard croisé, la génération Internet face à la génération mai 68, une première pour le pape François. Le souverain pontife était hier à la grande synagogue de Rome. L'accueil était chaleureux et François a condamné les violences au nom de Dieu. Retour sur cette visite historique. Applaudi longuement pour sa première visite dans la grande synagogue de Rome. Les mots de François étaient très attendus. Le pape a parlé de sa relation particulière avec le peuple juif. Il a condamné aussi toute forme d'antisémitisme et de discrimination. Non à toute forme d'antisémitisme et non à toute injure, discrimination et persécution qui en découlent. Le pape a ensuite parlé du message universel de la Bible, puis de l'importance du dialogue entre les différentes religions du livre. Le dialogue interreligieux est fondamental. Nous y contribuons comme frères et sœurs devant notre Créateur. Et à lui, nous devons rendre des comptes en respectant et en appréciant cette proximité, en cherchant à collaborer dans un dialogue judéo-chrétien unique qui tient compte des racines juives du christianisme. Il est le troisième pontife à visiter cette synagogue. Avant lui, Jean-Paul II en 1986, Benoît XVI en 2010. Pour cette visite, 1500 personnes ont été triées sur le volet. Avant d'entrer dans le vieux bâtiment juif, le pape s'est arrêté devant deux plaques commémoratives. L'une rappelle la grande rafle d'octobre 1943, durant laquelle 1024 juifs avaient été déportés à Auschwitz. L'autre plaque rappelle l'attentat palestinien de 1983, une attaque dans laquelle Stefano, un bébé de 2 ans, perdait la vie. Maurice, la réconciliation entre les Juifs et les chrétiens progresse, mais il reste encore des incompréhensions quand même. Absolument Valérie, alors sur le plan du progrès, on peut voir par exemple en décembre 2015, un document de la Commission Vaticane pour les relations religieuses avec les Juifs affirme que l'Église ne mène ni n'encourage aucune mission institutionnelle tournée vers les Juifs. En d'autres termes, l'Église ne doit plus chercher à convertir les Juifs. Le Vatican prend donc ses distances avec la théologie de la substitution selon laquelle Dieu avait délaissé les Juifs pour ne s'intéresser qu'aux chrétiens. Alors maintenant, il y a des incompréhensions encore. Le message qui met fin à des siècles d'enseignement du mépris se cantonne, semble-t-il, aux élites et n'est pas diffusé profondément dans les paroisses. Donc là, il y a un petit problème. Deuxièmement, le Saint-Siège refuse toujours de prendre en considération le caractère central d'Israël dans la vie des Juifs. Le Vatican est jugé parfois donc pro-palestinien et pro-arabe. Enfin, la reconnaissance de l'État de Palestine par le Vatican a jeté un petit froid entre juifs et chrétiens. Un accord règle désormais le statut des institutions de l'Église en Palestine, mais aucun accord semblable n'a encore été conclu avec Israël, alors que le Vatican entretient des relations diplomatiques avec Israël depuis 1993. Élodie Azoulay, ce pape François, c'est un pape quand même qui est novateur. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir son travail, finalement, la pacification, le rôle de pacificateur ? Alors, je ne sais pas pour les autres si le message passe, mais en tout cas, une chose est sûre, pour moi, je suis fan de ce pape. Sachez une chose, il est suivi par plus de 11 millions de followers sur Twitter. C'est une star sur Internet. C'est une star sur Internet. On l'appelle la star du web. Et c'est un pape 2.0 avec ces 11 millions de followers. Il faut savoir que dans quelques mois, il est prêt à dépasser Justin Bieber, pour que vous vous rendiez compte un peu de ça. Une rockstar. Une vraie rockstar. Et d'ailleurs, il a fait la une du journal Rolling Stone en 2013. Et sachez qu'il est une des personnalités politiques les plus recherchées sur Google. Il est cité plus de 49 millions de fois sur le web. Il devance Obama et Poutine, pour vous dire, toute région confondue, tout pays confondu. Donc voilà, donc de nos jours, vous savez, pour passer un message, donc je rebondis sur ce que vous dites, Maurice, pour passer un message, il faut être suivi sur le net. Et là, ces 11 millions de followers, c'est la preuve qu'il est suivi et que son message passe à grande échelle. On a compris votre coup de cœur. Merci beaucoup, Élodie Azoulay.
Et c'est l'histoire d'une femme née en Roumanie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un destin hors norme, celui d'Adriana Ginsberg. Alors que son pays est annexé par l'URSS, elle fuit Bucarest pour la France en 1948 alors qu'elle n'a que 9 ans. Des années plus tard, elle se bat pour récupérer sa maison, spoliée par le régime soviétique qui servait l'ambassade des États-Unis. Elle obtient gain de cause il y a quelques années, mais voilà que le fisc français s'en mêle et lui réclame 1 million d'euros. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais Adriana Ginsberg fut également la seconde femme d'Harry Saltzman, le célèbre producteur qui a permis l'adaptation des James Bond au cinéma. Depuis son décès, elle se bat devant la justice pour bénéficier des droits d'auteur de ses films. Je vous propose de faire sa connaissance avec Caroline Amouyal. Ça, c'était son fauteuil. À chaque recoin de l'appartement se niche son souvenir. Harry avec ma mère et Manuela. Adriana se souvient de chaque seconde de leur mariage, une union qui aura duré 14 ans jusqu'au décès du producteur en 1994. Lorsqu'elle rencontre Harry Saltzman, Adriana a la trentaine et aspire à se remarier. Grâce à son père, son vœu se réalisera. Alors il a appelé sa sœur qu'il adorait, qui vivait à Cannes, et il lui a dit, voilà, elle veut se remarier. Est-ce que tu as quelqu'un? Alors elle a téléphoné rapidement à son fils qui habitait à Londres. Et il a dit, ah, oui, oui, je connais Harry Saltzman. Et j'avais appris entre-temps qu'il était célèbre. Et moi j'avais l'image standard, le producteur fumant le cigare avec une nana sur les genoux. Malgré ses préjugés, elle accepte de le rencontrer. Et pendant tout le dîner, il n'y a que lui qui a parlé. De son fils adoré, de la mort de sa femme. Et le lendemain, il m'envoie 100 roses. Je ne savais plus où les mettre. Il y en avait chez moi, il y en avait chez la concierge, il y avait dans la chambre du 7e étage. Tout le monde était fleuri. Et il a accompagné d'un mot, la prochaine fois, je vous laisserai parler. Lorsqu'ils se rencontrent, Harry Saltzman est veuve depuis 1 an. Adriana, elle, a déjà été mariée et a 2 filles de cette première union, dont Manuela, qui deviendra témoin de son mariage avec Harry Saltzman à New York. C'était quelqu'un d'original, de très sympa, d'ouvert. Quand il aimait pas, et quand il aimait, c'était... Il aimait beaucoup, et il était marrant. Et quand on est parti de New York à l'aéroport pour Venise, il m'a dit « Maintenant, tu es cuite ». L'appartement d'Adriana reflète les années de gloire du producteur. Sur les murs, des photos de ses rencontres les plus prestigieuses. Une rencontre déterminante, celle avec son associé Albert Broccoli. Eux, ils se sont accrochés au lustre pour arriver à avoir $1 million pour Dr. No. Ils l'ont eu. Personne ne croyait que ça allait marcher. Ils l'ont projeté dans un cinéma en plein air où tous les jeunes venaient en voiture. Et ça fait un tabac. Et après ça, ils ont tourné ensemble les 9 autres. Des années sans nuages qui laisseront place à des années sombres. Suite au décès d'Harry, Adriana engage une bataille juridique pour pouvoir bénéficier des droits d'auteur de ses films. Un combat qui dure depuis 25 ans sans qu'elle n'ait jamais obtenu le moindre versement. Durant les 5 dernières années, elle fait une dépression et s'enferme dans sa chambre à l'abri de tout contact extérieur. Mais grâce à l'aide de son entourage, elle parvient à sortir de sa torpeur il y a seulement 2 mois de cela. Un soir, je regarde le voyage du pape à Cuba et à Washington et je me dis, mais si cet homme qui a 86 ans, avec une sciatique, réussit à voyager comme ça et à pouvoir voir des foules et parler à des particuliers, pourquoi lui et pas moi? Et c'est à ce moment-là que je suis sortie de mon pyjama, de mon lit. J'ai commencé à m'habiller, à sortir. Pendant ma dépression, j'avais grossi de 30 kilos. Dans quelques semaines, Adriana obtiendra la réponse pour les droits d'un premier film, Falstaff, du réalisateur Orson Welles.
Elle a également pour projet d'écrire une biographie inédite d'Harry Saltzman après son déménagement en Normandie. Il a été agent secret